Donc, vous connectez sur WooClap, le code étant KPRARU, sinon vous pouvez flasher avec votre téléphone ou vous allez sur wooclap.com et vous mettez KPRARU. Je vois que j'ai déjà 13 personnes. On est un peu plus que ça, on est 29, donc je vous laisse arriver dessus. Cool. 15, ça monte tout doucement. Et c'est pas une question de piège, je ne récupère pas vos emails ni rien du tout, donc vous pouvez répondre ce que vous voulez à la question qui suit. Il n'y aura pas de jugement. Un peu, évidemment, mais pas trop. Et je vous afficherai pas, promis. Cool, on est 19. Je lance la question, est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que vous avez un peu de conscience féministe, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que dans la pub, on met tout le temps des femmes à poil pour vendre tout et n'importe quoi, qu'il y a quand même encore quelques inégalités hommes-femmes dans notre société occidentale? Ok, pour l'instant, j'ai unanimité. Très cool. Sur 21 répondants, j'en ai 16. C'est déjà pas mal. Alors, du coup, bah, tout le monde, vous avez tous le droit de répondre à la question suivante. Il n'y avait que les noms qui n'avaient pas le droit de répondre à la question suivante, qui n'était pas grave, hein. Mais j'ai fait ça récemment, je vous expliquerai pourquoi. Deuxième petite question. Est-ce que vous avez aussi une conscience environnementale par rapport au changement d'alimentation potentiellement? En tout cas, à certaines choses, on doit faire attention. Et aussi quelques notions en santé. Bon, ok, tout le monde est à fond. Bon, bah, vous avez tous le droit de répondre à la question suivante. Je suis tombé sur ce post dans LinkedIn un jeudi 2 avril. C'était un jeudi, je crois. Mercredi ou jeudi 2 avril. Donc voilà ce post que j'ai découvert dans mon flux. Et comme vous, j'ai un début de conscience féministe et un début de conscience environnementale et quelques notions en santé et en nutrition. Donc je vois ça, et vous voyez ça aussi maintenant. Donc vous m'avez dit que vous avez une conscience un peu féministe et un peu santé. Comment vous réagissez face à cette image? Je vous laisse écrire votre réaction. Qu'est-ce que vous faites? Vous scrollez, vous laissez passer, vous vous énervez, vous commentez, vous likez, vous trouvez ça cool, vous mettez un smiley, je suis pas content. Ok. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez, hein. Ouais, c'est marrant. Cool, ça permet d'avoir révolte. Red flag, ça m'agace. Je bloque l'auteur. Ah ouais, je bloque aussi souvent. Je sais que Bruno est pas du tout d'accord avec ça, mais moi je bloque souvent. Ça évite de trop m'énerver. Ouais, il y a un truc bizarre hein, quand même qu'on on sexualise la viande ou on fait passer la femme pour un bout de viande. Ça dépend dans quel sens on le prend. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de gens qui zappent, d'autres qui sont d'écouter, qui sont sidérés et qui se disent qu'il y a un peu un red flag, il y a un truc qui râle beaucoup et ça vous agace. Ok, bah comme vous, je me suis vénère. Merde, je suis pas sur le bon slide. J'ai avancé. Je me suis grave vénère en mode mais what the fuck en 2025, comment c'est possible de faire une pub pareille? Je crois que j'ai juste commenté ça. Et que je suis parti me faire un café parce que j'étais vraiment énervé, j'arrivais plus à me mettre à répondre à mon mail auquel je vais répondre. Et qu'en allant vers mon café, je me suis dit, tiens, on est quand même jeudi 2 avril, est-ce que je viens pas de me faire avoir par un poisson? Et je suis reparti à mon bureau, bah, j'ai fermé mon mail, enfin j'ai pas enregistré en brouillon, je me suis dit, bon, allez, je vais partir à la recherche de cette image pour comprendre ce que c'est. Et j'ai fait une simple recherche par image inversée. Et j'ai vu que cette image a été diffusée en anglais et en français le 31 mars. Donc ce n'est pas un poisson. Bon, bah, du coup, c'est pas une blague. Mais c'est quand même sacrément chelou de dire, enfin, de recommander de manger de la viande rouge pour mincir, c'est complètement what the fuck en termes de nutrition. En termes environnemental, n'en parlons pas. Et en termes de féminisme, sexisme, je trouve ça ouf de sculpter de la bidoche encore de femmes à poil. Et bah, ça n'a pas tant buzzé, mais il y a des gens qui ont relevé, qui ont souligné comme quoi c'était un peu bizarre cette campagne de la part d'Unimil. Mais c'est tout. Ça ressemble à une certification Twitter. Je vérifie la certif, là, le petit check bleu, donc d'une certif payante sur Twitter. Et je vais donc sur le compte Twitter d'Unimil. On va y aller tous ensemble. Euh,
Et je ne trouve rien sur leur compte Twitter, notamment, et en plus, ils n'ont rien publié récemment. Alors déjà, du coup, vous voyez que le logo, c'est pas le même. On est en jaune et pas en bleu, et ils n'ont rien publié depuis septembre 2023. Ah, red flag, un peu chelou. A priori, du coup, c'est pas un post. Alors, ça peut être un post qu'ils auraient supprimé, hein. Bon, en mode, j'ai fait une erreur. Donc, je regarde un peu les commentaires sur les différents réseaux qui ont partagé cette image. Non, personne enfin, ne dit que cette image a été supprimée sur leur compte. Donc, a priori, ça vient pas de là. Mais c'est peut-être une pub, en fait. Parce que du coup, je suis pas moi ciblé par cette marque, mais ça se trouve, c'est une pub qui se retrouve ailleurs. On est bien quand même sur cette certif, alors que là maintenant est jaune, donc il y a un truc aussi bizarre, du coup c'est peut-être pas ça. Et en fait en creusant, donc on est bien sur un tweet a priori avec un article qui serait à cliquer, sauf que en fait sur Twitter il n'y a pas de fond gris. Là c'est une vraie capture d'écran du truc, donc il y a un truc qui va pas, parce que c'est soit blanc soit noir, et que sur tous les réseaux en fait les trois petits points ne sont jamais à la verticale, ils sont toujours à l'horizontale, je vous remontre. Vous voyez, ils sont toujours comme ça, les trois petits points, quel que soit le réseau, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok, je cherche partout. Il n'y a pas de trois petits points à la verticale. Donc on est plutôt sur un faux. Et je passe cette image dans un détecteur d'image IA et 99% de l'image a été, enfin de l'ensemble, a été généré par IA. Sachant que dans mes recherches, j'avais regardé aussi un peu des infos sur la société. Et cette société, en fait, est un peu crado, vous vend des abonnements pour faire des régimes, mais parfois vous augmente le prélèvement sans vous prévenir, vous abonne à des choses que vous n'avez rien demandé. Donc c'est peut-être un hater de la marque qui s'est vénère en mode je veux leur faire du mal, mais c'est pas eux qui ont diffusé ça, alors ce qui me rassure un peu pour une email, mais ou du coup j'ai pas trop su pourquoi cette image a été dénoncée, enfin a été faite pour dénoncer le sujet, pour dénoncer la marque, mais du coup c'est une fausse image. Tout ça pour vous dire que moi aussi je me suis fait avoir, et pourtant je passe mon temps depuis 4 ans et demi à lutter contre la désinformation, contre les fake news et à développer mon esprit critique. Mais c'est tout le jeu de la désinformation et des fake news, c'est de jouer sur vos biais, sur vos émotions et de trouver le moyen de vous faire croire à des choses incroyables. Voilà pour mon intro sur le sujet. Mais donc c'est normal de se faire avoir parfois, d'avoir des croyances et de se planter, c'est le jeu. Je m'appelle Sylvain, je suis accompagné d'un membre de CVSA qui va rester anonyme pendant cet échange, mais qui pourra me couper, qui pourra m'interrompre, qui pourra me poser des questions aussi. Si vous en avez, n'hésitez pas en bas, normalement dans le chat, vous pouvez poser des questions ou il y a aussi un Q&A. J'enregistre, donc j'enverrai le replay à tous ceux qui s'étaient inscrits. On était une centaine d'inscrits. J'ai créé Sido, une agence de conseil en pédagogie qui compte 25 salariés à peu près. Il y a 16 ans maintenant, je me suis baladé après Sido. On était plus connu sous le nom de Dessine-moi l'écho, pour ceux qui ont peut-être déjà croisé ces vidéos qui expliquent l'économie de façon neutre et fiable. Il y avait déjà un premier petit truc de chercher la neutralité et la fiabilité à l'époque. On a commencé ça en 2012. Et je suis revenu à mes premières amours, qui étaient l'éducation en 2020, pour créer Le Bahut, une école qui forme des adultes en reconversion à deux métiers. Le premier étant concepteur pédagogique, le deuxième chef de projet IA. Mais à côté de ça, je suis un grand, grand, grand fan de LinkedIn. Et il y a 7 ans, avec un copain, c'était en août. Alors je troll toujours un peu à titre personnel quand je vois des trucs qui m'énervent, que je trouve fous ou qui me dépassent. Je trouve que le réseau est pourtant très intéressant. J'y fais une vraie veille. J'ai plus que deux réseaux, moi, Twitter et LinkedIn, sur lesquels je fais une veille pro. Je trouve des contenus dans l'ensemble passionnants, mais parfois il y a certains abus. Et j'aime bien les dénoncer, ça m'amuse un peu. Sauf que c'est fatigant et que ça n'a pas toujours de sens et que je cherchais un moyen de scaler, comme diraient certains growth marketers, donc de faire ça à plus grande échelle. Et avec un copain, en août 2018, on a lancé la page Copypost pour se moquer des gens qui plagiaient. Parce qu'en fait, la plupart des posts inspirants qui cartonnent sont des trucs copier-coller depuis Reddit, Twitter ou Facebook. Il n'y a rien d'innovant ni de créatif dedans, c'est ça le pire. C'est qu'en plus, ces mecs-là qui font, ou ces mecs ou ces nanas qui font des posts incroyables, là en ce moment, il y en a un qui adore faire des posts sur la nature avec des oiseaux, des plantes, des histoires incroyables sur l'environnement. Ces posts sont magnifiques, c'est que du copier-coller et c'est tout faux. Et nous, avec CopyPost, on cherchait un moyen subjectif, objectif et non subjectif de dénoncer ces publications. Donc on dénonçait le plagiat. Mon comparse de l'époque, Thomas, était un tueur, un sniper en 3 mots
pour flinguer des contenus. Moi, j'étais moins à l'aise. Ce qui m'amusait, en fait, c'est chercher, en plus, si c'était vrai, et de démontrer qu'en plus d'être plagié, c'était complètement con. Là-dessus, on a été traité de nazi, on a reçu des menaces jusqu'au bureau, puisque notre adresse était publique. Et un avocat est venu nous aider, Guy, en disant, bah non, vos posts sont publics, s'ils vous flinguent, bon, ils ont le droit, parce qu'en fait, il suffit de supprimer vos posts, ils pourront plus vous flinguer. Et il n'y a pas de diffamation là-dedans, puisque votre post est du plagiat et c'est un fait. Donc il est venu nous aider un peu là-dessus, et donc on a un peu grandi, on a une belle communauté de 30 000 abonnés à peu près sur LinkedIn, mais c'est vrai que c'était une communauté de juste de gens vénères, un peu trolls comme moi. Et là, Guy m'appelle en décembre 2020, me dit, Syl, en fait c'est cool le plagiat, c'est très marrant. Par contre, il y a un sujet plus grave qui arrive en ce moment, c'est la désinformation. Il y a des posts LinkedIn que tu ne vois pas, que je ne vois pas, mais il y a des professeurs, notamment des docteurs et d'autres fous, savants ou pas, qui ont été bannis de Twitter et Facebook, qui se retrouvent sur LinkedIn avec des énormes communautés et qui font des posts à 500 likes en racontant des énormités comme quoi dans le vaccin il y a de la 5G alors que le vaccin n'était pas encore sorti, comme quoi le Covid est une maladie inventée et que c'était juste un petit rhume et qu'il fallait pas se soigner et que c'était pas grave, etc., etc., et qu'on font des bouquins, qui font des formations et il faut qu'on fasse quelque chose pour alerter les gens, pour leur permettre d'accéder aux études scientifiques, de leur résumer, de leur simplifier, de leur vulgariser, pour qu'ils aient un autre point de vue sur ces sujets. Est-ce que ça te dit qu'on lance le petit frère ou la petite sœur de C'est vrai ça, de Copypost, qu'on appellerait donc C'est vrai ça? Et c'est ce qu'on a fait du coup, donc en décembre 2020, on a lancé C'est vrai ça, sachant qu'on réagissait à ces premiers cas de Covid en fait, et à l'annonce du potentiel vaccin. On était tous les deux à dénoncer ça un peu dans notre coin. Notre communauté a grandi assez vite et 4 ans après, aujourd'hui, on est une trentaine de bénévoles dans l'association, donc on est tous bénévoles, on n'a toujours pas de financement. C'est un vrai choix, avec des expertises très complémentaires, sachant qu'il y a, bizarrement, on n'a pas de journalistes, on a essayé d'intégrer plusieurs et à chaque fois, ça n'a pas vraiment marché parce que la méthode d'aller vite et d'être efficace, ou en tout cas d'être capable de produire des articles courts, convient moins. On est sur des temps très courts quand on fait la lutte contre la désinformation. J'ai pas mis à jour, j'ai vu que ce matin on était à 103 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est cool, qu'on a produit plus de 1200 fact-checks en 2024 sur tout sujet. Alors moi, ma spécialité, c'est les citations apocryphes. J'adore quand c'est mal attribué ou qu'en plus la citation est fausse et qu'on a enlevé le contexte avant-après. Notre cher membre C'est vrai ça présente avec moi, c'est plutôt les histoires d'animaux inspirantes. Dès que vous voyez un éléphant qui est particulièrement gentil avec son petit, ou un ours qui arrive sur la route et qui finalement traverse tout tranquillement, ou un cerf qui je sais pas quoi, c'est probablement cette membre qui a débunké la vidéo foireuse, qui est souvent du montage et du collage entre différentes vidéos qui n'ont aucun sens. Mais on fait aussi de la politique, de l'écologie, de la santé. Donc on ne fait pas que du Covid, heureusement, parce que sinon ce serait pas très drôle. Mais ça nous arrive aussi de faire de l'alimentation. Alors attention au régime keto, qui est la solution à tous vos problèmes, par des coachs en nutrition qui n'ont aucun diplôme, qui sortent d'école de commerce, qui parlent très très bien, mais qui parfois oublient des choses. Et on a eu quelques partenariats, on a été mis en avant par l'UNESCO, par Team for the Planet maintenant. Et donc, on a un site web qui s'appelle cvrsa.com où il y a tous nos debugs qui se retrouvent et vous pouvez réagir dessus. C'est une base de données ouverte. On essaie d'être dans l'open data à fond avec toutes nos stats. Comment ça marche en fait sur LinkedIn? Si vous voulez, si vous voyez un truc chelou, bah, vous nous taguez c'est vrai ça. Enfin, non, c'est n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Je vais vous expliquer en fait que c'est pas toujours de la désinformation, c'est plus de la mésinformation selon moi. Mais il y a des étudiants, des coachs, des patrons d'entreprise, des politiques, des chefs de projet qui partagent des news plus ou moins justes. Ensuite, nous, on reçoit des messages, soit des commentaires où les gens taguent c'est vrai ça. C'est pas toujours très bien pris par les auteurs, qui parfois le suppriment aussi. On reçoit des messages privés ou des mails en disant bah, tiens, j'ai vu se passer ce message chez mon patron, donc je peux pas taguer moi directement. Et ne dites pas que ça vient de moi, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intervenir, me dire si c'est vrai ou pas ce qu'il a partagé. Là-dessus, nous, on a un Discord, enfin donc un serveur sur lequel on partage l'info. Il y a tout un mécanisme pour qu'une personne puisse choisir le sujet en disant ça m'intéresse. Il a 24 heures pour proposer un debunk. Ça doit être lu par 3, 2 ou un
anciens de l'association avant d'être potentiellement publiés. Donc il y a une revue par les pairs aussi, une relecture, ce fait qu'on peut jamais, il n'y a pas un débunker de C'est vrai ça qui peut prendre la parole tout seul et réagir. C'est toujours à plusieurs. Et c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses, que même si on n'a pas travaillé sur le sujet, on a accès à tous les debunks qui ont été faits, tous les fact-checks. Et ensuite, on publie, idéalement en commentaire, parce que le but, c'est de faire un peu comme des notes Twitter sous chacun des posts pour que les gens se fassent leur propre idée sur le sujet, qu'ils puissent accéder à nos sources, qu'ils comprennent notre raisonnement et qui donc qui musclent leur esprit critique. Malheureusement, la réaction n'est pas toujours positive et on se fait régulièrement supprimer nos commentaires. Donc dans ce cas-là, on reposte avec le commentaire pour que tout le monde puisse se retrouver. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est diffusé sur notre site web parce que ça est automatisé depuis notre Discord. Dès que c'est publié, ça va sur notre site web. Voilà comment on fonctionne. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous remettrai à la fin le QR code pour nous retrouver sur tous nos réseaux et où nous sommes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, après cette longue introduction, désolé, c'est essayer de définir ce qu'est la désinformation et où est-ce qu'on en trouve. Vous allez voir qu'il y a des chiffres surprenants et des réseaux surprenants de désinformation. Et ensuite, le fact-checking, voire même le fast-checking, qui est un peu notre spécialité chez C'est vrai ça, c'est d'être capable d'aller vite et d'expliquer en quelques mots pourquoi c'est à nuancer, pourquoi c'est exagéré ou pourquoi c'est complètement faux. Une liste d'outils potentiellement, sachant que vous allez voir que le principal outil utilisé, c'est vous-même, c'est votre tête, c'est votre cerveau, c'est votre esprit critique, c'est votre jugeote. Et on va faire plein d'exemples ensemble pour vous y amener. Première chose, la désinformation. On va retourner sur le WooClap, s'il vous plaît. Et, et, et vous allez me dire ce qu'est pour vous la désinformation. Ça prend quelle forme, c'est quoi, selon vous? Pareil, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est faire circuler des fausses infos, mensongères. Merci Bruno, le chat est désactivé, donc vous pouvez que faire des Q&A. Le chat est que pour les panélistes. J'ai mal configuré mon Zoom, désolé. C'est manipuler l'info, très cool. Partager des informations fausses, s'il y a un côté volontaire. Il y a des rumeurs, il y a de la manipulation, de la distorsion. Ok. Vous êtes un public quand même déjà assez informé sur le sujet a priori. Des contresens, très bien aussi. Des informations orientées. Ok, cool. Bah, je vais vous donner une définition maintenant de ce qu'est la désinformation. Je vous ai mis même une définition GPT, parce qu'aujourd'hui tout le monde utilise l'IA pour s'informer. Pour moi, c'est pas le bon usage de l'IA de poser ce genre de questions. Néanmoins, selon Wikipédia, les infos, c'est un ensemble de pratiques et techniques qui visent à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Et pour GPT, bah, qui reprend à peu près ça, c'est la diffusion intentionnelle de fausses infos ou de contenus manipulés dans le but de tromper, d'influencer l'opinion publique ou de servir des intérêts spécifiques. Ce qui m'amène, c'était ton exemple, cher Tout membre de à C'est vrai fait. ça, que j'aime beaucoup. Que du même image ou du même info, en fonction de l'angle, en fonction de ce qu'on veut lui faire dire, on peut trouver évidemment des éléments très différents. Là, on a en plus, alors mince, j'ai oublié le chapeau qui était. Alors Voilà en fait, comment. c'était dans une manifestation à Londres pour le Yémen et c'était en 2020 et donc sa voiture avait été bloquée à cause de la manifestation, donc il avait fait ça. Et en fait, cette photo vient de 2018 lorsque Ouais, son en fait, troisième, les voilà, gens ont dit que c'était une réaction à la protestation, à la manifestation de Yéménites à Mm, Londres, et que du coup, il leur faisait un doigt d'honneur pour leur dire, laissez-moi passer, vous êtes vraiment que des idiots. Et que la réalité, c'était que c'était en 2018 où il annonçait qu'il avait son troisième enfant, c'est ça. d'où, avec l'autre angle de la photo, ben, on le voit qu'il fait le chiffre 3 et c'était ça qui l'annonçait fièrement, mon troisième enfant vient de naître. Mhm. Et donc, on peut faire passer, enfin, on peut faire dire ce qu'on veut aux images quand on cherche à biaiser, à orienter. Donc, c'est un exemple tout bête, où ce qui est fou, c'est que c'est une vraie photo.
mais pas de la bonne année, pas que la bonne histoire et pas la bonne info derrière. Néanmoins, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est plus sur la mésinformation sur LinkedIn que sur de la désinformation. Alors, il y a quelques désinformateurs professionnels qui donc partagent volontairement de fausses informations, qu'ils fabriquent eux-mêmes ou qu'ils relaient parce qu'il y a des intérêts géopolitiques ou économiques derrière. Il y en a. Je ne veux pas vous donner de nom, mais il y a des gens dont c'est le métier. Néanmoins, le plus gros du sujet sur LinkedIn, ça va être de la mésinformation. C'est des gens qui vont liker, soutenir, repartager ces infos qui sont fausses, mais parce qu'elles leur paraissent cool, jolies, mignonnes, ou que ça rentre dans leurs croyances. Et que c'est là, nous, on va essayer de lutter, c'est de leur montrer qu'en fait, oui, ça rentre dans leurs croyances, mais c'est peut-être pas tout à fait juste. Après, il y a aussi la malinformation, qui est le partage volontaire de vraies données privées, qui va se rapprocher de la diffamation. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire de ce cher candidat à la mairie de Paris, Griveaux, qui s'est retrouvé, enfin, dont la maîtresse a publié des vrais sextos de sa part. Donc, c'était de la vraie donnée privée, mais dans le but de lui faire du mal et de l'empêcher de se présenter à la mairie, ce qui était le cas d'ailleurs, parce que le monsieur se présentait comme très catholique, très fidèle et très amoureux de sa femme. Et malheureusement, bah, il y avait quand même là des preuves comme quoi c'était pas tout à fait juste. Même s'il y avait aucune agression sexuelle de sa part, aucun élément présentable à un juge, c'était une question de retourner l'opinion publique contre cette personne. Donc là, on est dans la malinformation, c'est de faire exprès d'utiliser des informations publiques pour faire du mal. Public ou privé, pardon. Mais aujourd'hui, nous, on est plutôt sur la partie des infos et mes infos. On n'est pas toujours dans l'intention de nuire. Et le problème, c'est que via les réseaux sociaux, on a des formats très très courts, euh, très impactants, qui vont jouer sur toutes les émotions. D'ailleurs, je vous enverrai un site avec le replay qui permet de voir comment on construit des fausses infos, comment on joue sur les biais de chacun, sur les émotions, et enfin, on peut fabriquer des trucs incroyables, mais ça va marcher. Il y a un site web qui a été fait pour ça, qui est vraiment génial. Et on a beau avoir accès aux articles scientifiques, bah là on se dit mince, il pleut parce que depuis son petit trou de lorgnette, il voit de l'eau, alors que c'est grand soleil, mais il veut pas voir ça comme tout le monde et il a accès qu'à un bout de l'info. Et malheureusement, il cherche pas à avoir accès à plus ou il n'a pas accès à plus. Pourquoi j'avais remis un truc là? Ah, c'était où est-ce qu'on trouve, d'après vous, je retourne sur le booklab, de la désinformation? Assez évident, pas assez facile. LinkedIn. À la télé, sur les réseaux sociaux, partout. J'aime bien cette réponse. Facebook, dans les médias. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux dans la pub, tout à fait, sur Internet en général. Amandine sur les réseaux sociaux. Un repas de famille, marrant, avec le tonton bourré, oui. Je vois bien aussi. Et chez CRSA, c'est une des motivations de la plupart des participants. L'asso, c'est souvent quelqu'un dans la famille qui est tombé dedans et qu'on n'a pas réussi à sortir et qu'on n'arrive pas à ramener à la réalité. Et on se dit, bah, faut qu'on fasse ce travail-là parce que pour tous les autres, pour éviter que les autres tombent dedans trop facilement. Et c'est vrai que ça vient souvent de sujets de famille, de petits groupes WhatsApp, de groupes Telegram. Vous n'avez pas cité Telegram beaucoup? Et vous êtes plus vieux, hein, parce que quand j'ai fait ça à l'école, il y avait beaucoup TikTok et Insta qui étaient sortis, euh, qui sont plus leur réseau à eux. Au bar du coin, ouais, dans les webinaires, si on fait un zoom. J'aime beaucoup. Oui, c'est... Alors, on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis deux exemples. Bon, Silvano Trota, qui est un spécialiste sur Twitter, je crois qu'il fait partie maintenant des 10 les plus notés par la communauté, des 10 personnes qui racontent le plus de conneries, et c'est où la communauté Twitter indique en dessous. Je crois que toi d'ailleurs, tu participes à ces communautés, à ces Notes Community, Ouais, pour dire bah, attention, c'est pas tout à fait juste. Alors là, du coup, pas du tout, enfin, ce qu'il racontait qui était parce toujours que déformé. Alors le pire, c'est qu'il part d'une vraie image, mais qui va déformer la réalité. Je vous ai mis un exemple LinkedIn qui nous a beaucoup marré, qui nous a fait beaucoup marrer, c'est la tête de Alexandre Legrand versus Elon Musk.
Euh, et que du coup, c'était fait enfin, c'était ridicule. C'était Musk qu'on a juste rendu chauve et qu'on a demandé de faire une tête comme si c'était une statue pour faire croire qu'il était descendant d'Alexandre le Grand, parce qu'il y a quand même plein de fans, hein, ce monsieur Musk, sur LinkedIn et sur Twitter, évidemment. Donc, les réseaux sociaux, il y en a plein, que ce soit des enjeux économiques, hein, parce que Silvano Trotta, lui, lance des collectes pour l'aider à faire des procès divers et variés, donc il gagne sa vie comme ça, que là, la personne qui avait diffusé la photo d'Alexandre le Grand, ou c'était juste quelque chose qu'il avait trouvé sur notre réseau, qu'il trouvait très cool, il dit, tiens, c'est dingue, Alexandre le Grand ressemble vachement à Elon quand même, c'est qu'Elon est vraiment grand. Bah, pas sûr. Là, c'est la mésinformation à droite et la désinformation à gauche. Mais on trouve aussi dans les médias traditionnels. Alors, certains grands médias qui ne sont plus vraiment des médias comme France Soir, vous avez dû voir passer pas mal d'infos dessus, mais en 2024, on a fait des petites datas sur les saisies Arcom qui ont été faites sur les journaux ou les télés, et vous voyez que bah, dans les champions, il y a CNews et Le Point, Figaro, LCI, mais que France 2 n'est pas si loin, ce qui m'a troué le cul enfin qui m'a fait mal, pardon, parce que j'imaginais moins. Euh, donc il y a aussi des études qui disent que c'est souvent les médias de droite qui sont plus des informateurs. En tout cas là, effectivement, ici, c'est plutôt des médias positionnés plutôt à droite. Après, est-ce que c'est à droite ou aux mains de milliardaires qui ont envie de partager certaines idéologies? Je pense que c'est plus ça le sujet que le fait d'être droite-gauche, parce que le Figaro avant était un journal respectable et respectueux et fiable, orienté, mais comme Libération était orienté à gauche et Figaro était plutôt orienté à droite. Aujourd'hui, malheureusement, ça arrive régulièrement au Figaro de partager des fake news et de ne pas revenir dessus. Parce que ça peut arriver aussi à d'autres grands journaux comme le Figaro, Le Monde, de partager des informations erronées, mais ils vont toujours faire une modification a posteriori, même si la modification est toujours moins visible que l'information erronée de départ, ils vont faire ce boulot. Là où le Figaro, aujourd'hui, ils vont aller jusqu'à même supprimer nos commentaires quand on leur pointe qu'il y a une erreur ou qu'il y a des exagérations, ce que je trouve un peu dingue en termes d'ouverture de débat et de sérieux. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, il y en a vraiment partout. C'est juste ça qu'il faut se dire. Donc on n'est plus trop à l'abri. Ce qui est un peu la difficulté, c'est que moi je suis né à une époque, il y a longtemps, où finalement il y avait des encyclopédies qui étaient assez sérieuses. Alors il peut y avoir des fausses informations dedans, mais c'était pas intentionnel, c'était la science savait pas encore, ou des choses qui ont été découvertes plus tard. Et la télé, où il n'y avait pas beaucoup de chaînes, et dans l'ensemble, c'était plutôt assez juste. Aujourd'hui, plus compliqué. Sachant que même dans la science, il peut y avoir des énormes erreurs. Raoult va aussi rentrer dans le top 10. Alors, je crois qu'il y a déjà 30 ou 36 études qui ont été rétractées pour des erreurs méthodologiques, voire même des problèmes éthiques, où il a forcé des gens à faire des traitements qui n'avaient pas le choix, etc. Enfin, il a fait des trucs vraiment crado, mais je crois qu'il a publié plus de 200 études et elles vont probablement toutes être rétractées. Alors, ça demande beaucoup de temps à rétracter une étude qui a été validée mais c'est en cours, sachant que c'est pas le champion. Vous voyez que c'est Joachim Bolt, le grand champion, avec 220 études retractées, c'est ouf. Et que ça, c'est un premier point, qui est un deuxième point aussi, qui est aujourd'hui, tous les labos, on demande aux labos, aux grandes écoles, de faire des papiers scientifiques, et les chercheurs n'ont pas toujours le temps, sachant que même dans la science, quand ils ne trouvent rien, bah, on peut rien publier, alors que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cherché, et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de résultats présentables à la fin, bah, on ne publie pas. Ce qui est presque dommage, parce que sur 100 études, s'il y en a 95 qui n'ont rien trouvé, qu'il y en a 5 qui ont trouvé, ben on va voir que les 5. Alors finalement, dans les 95, ça a aussi une histoire, le fait de rien avoir trouvé, de rien avoir à dire. Ça se trouve, ces 5 sont juste biaisés. Bon, ça n'empêche qu'aujourd'hui, il existe les paper mills, donc des fermes à papier scientifique, où ils utilisent du GPT pour pondre des papiers qui sont nuls et sans intérêt, mais dont les labos et les grandes écoles ont besoin pour garder leurs accréditations, pour garder leur financement. Donc aujourd'hui, la science est aussi inondée de spam de faux papiers scientifiques. Alors, pas dans les études sérieuses, donc ça va être un des sujets que je vais vous montrer juste après, ça va être d'identifier la source. Est-ce que c'est un journal qui est connu comme rigoureux et fiable, parce qu'on parle de revue prédatrice pour les autres où on paye pour être dedans? Deux, est-ce qu'il y a une relecture par les pairs? Trois, est-ce que cet auteur a été plusieurs fois rétracté? Et là, ça va être des signaux de red flag, cet auteur, faut que je me méfie de ses conclusions, faut que j'attende un peu le retour de la communauté scientifique dessus. C'est pas parce qu'il annonce ça que c'est réel et que sa méthodologie est sérieuse. Et pourquoi tout ça c'est grave? Parce que bah, on manipule l'opinion politique, publique, et donc potentiellement.
politique, parce que du coup, nos gouvernements cherchent quand même à être réélus, à répondre aux enjeux. Enfin, ils sont élus pour répondre aux enjeux de la société. Si toute la société pense que nous sommes dans un état de submersion migratoire de musulmans, bah, peut-être prendre des mesures coercitives très dures envers ce public-là. Que ça va aussi, euh, j'avais pris le bon exemple, créer une vraie division sociale. Il y a, en ce moment, on le voit aux États-Unis, mais on le voit en France, qu'il y a une vraie division, il y a des clivages terribles où les gens n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à voter. Même dans les familles, il y a des engueulades. Et donc, on va chercher à polariser tout le temps. Qu'on va perdre confiance et en la science et en nos gouvernants, parfois à raison, je peux l'entendre, mais là, là, beaucoup de gens se disent on peut ne plus croire à rien. Comme France 2 partage aussi des fake news, bah, je ne regarde plus d'infos. Et c'est là, bah, on prend ce qu'on reçoit sur WhatsApp, sur Telegram, sur TikTok comme étant vrai, comme étant juste, alors que France 2, ils se sont fait attraper 5 fois dans l'année, même Le Figaro. Finalement, c'est vachement plus sérieux qu'une chaîne, je vois ta tête, Plus WhatsApp, vraiment. quelconque, si dans l'ensemble, parce qu'au final, ils en font un peu, mais beaucoup moins qu'une page Facebook, qu'un réseau WhatsApp ou qu'une Oui. chaîne Odyssée quelconque. Mais voilà, on va perdre confiance dans les institutions, dans les médias, dans les experts, même les fact-checkers. Nous, on se fait régulièrement gueuler. Par qui on est payé? Est-ce qu'il n'y a pas Big Pharma derrière? Est-ce qu'on n'est pas une institution de Macron? Je sais pas quoi. Enfin, c'est fou. Les gens n'arrivent plus à croire qu'on puisse faire ça juste par passion et par envie. Nous, ça nous éclate avant tout. Ça va avoir un impact sur la santé publique. Quand on dit que ça sert à rien de se vacciner contre la grippe et qu'il suffit de prendre de l'homéopathie, de l'oxylococcinum par exemple, pour se préparer au grand froid et aux grandes maladies, ou quand on dit, quand on voit là aux US, il y a quand même 2 enfants morts de la rougeole. De la rougeole, bordel. Ils ont aussi une remontée de polio parce ils ne vaccinent plus leurs gamins. Et que du coup, et la polio, c'est une maladie horrible où on peut plus marcher, enfin toute la vie on marche bizarrement, qui abîme tout le corps. Que là, j'ai vu que Kennedy, RFK Jr. voulait lancer une étude pour montrer les liens entre l'autisme et la vaccination. Enfin, Sur c'est l'épidémie même. sur l'épidémie d'autisme, tout à fait. C'est bien pire. Déjà qu'il parle de l'autisme comme une maladie. Enfin, tout est complètement barré. Et du coup, ça va avoir un impact vraiment sur l'espérance de vie, sur les conditions de vie, sur la santé en général. Et je trouve ça assez hallucinant, à quel point ça peut faire monter ces idées-là. Et enfin, comme je vous l'ai dit, enfin, les fausses informations vont jouer sur vos émotions, vont jouer sur vos biais, sur vos croyances, sur vos moments de difficulté autour de nous, s- dans nos familles et autres. Quand je dis qu'on a vu des gens tomber dans ces milieux-là, dans ces idées-là, c'est souvent lié à une maladie qu'ils n'ont pas su expliquer, à un moment de vie un peu compliqué, une dépression, à une perte de job, à une agression. Et qu'à partir de là, on cherche des explications des choses qui ne s'expliquent pas toujours. Et que la science n'explique pas toujours. Je ne vous dis pas que la science est la réponse à tout. Je ne suis pas un scientiste non plus, parce que j'ai vu qu'à un moment, il y avait un sujet là-dessus. Non, bah, aujourd'hui, on ne sait pas toujours expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver une explication et qu'une explication simple à tous les sujets complexes. Mais en tout cas, ces désinformations se propagent très vite et sont beaucoup plus visibles que les corrections ou que les faits qui ont été vérifiés. Il y a même des études qui montrent que parfois, voire même souvent, c'est un peu triste, on a pris une claque nous, le fait de commenter et de dire c'est faux donne de la visibilité au poste de départ, donc potentiellement propage encore plus la désinformation. J'entends, et c'est pour ça que je fais ce webinaire, et c'est pour ça qu'on est là tous les deux, parce que c'est aussi pour nous un moyen que chacun puisse faire ses propres recherches. C'est souvent le mot de tous les complotistes qui vont dire faites vos propres recherches. Ben non, donne-moi tes sources et je vais vérifier si elles sont justes et si elles tiennent la route ou pas. Et vous soyez capable vous-même d'aller chercher de l'info. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Sachant qu'aujourd'hui, selon le WEF, qui est aussi un organisme qui est souvent critiqué, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des rumeurs derrière Klaus Schwab comme quoi il serait un gourou et qui contrôlerait le monde et qui serait peut-être un reptilien, enfin je sais pas quoi. En tout cas, selon le WEF, le risque majeur sur les prochaines années, c'est cette désinformation et mésinformation devant les enjeux climatiques et devant les enjeux de guerre.
Enfin, ça paraît dingue de se dire qu'aujourd'hui, c'est ça, selon eux, le risque mondial le plus grave. On s'en fout. Mais vraie étude, elle est critiquable parce qu'ils ont fait ça que sur 1000 gamins. On ne sait pas exactement où, qu'on n'est pas la cohorte. Enfin, il y a plein de biais méthodologiques. Ça n'empêche que sur cette étude, il y a quand même un jeune Français sur 6 qui pense que la Terre est plate. En 2025, bordel. Que 37% se considèrent comme climato-sceptiques parce que, quand même, vous vous rendez compte, les zones urbaines où on n'a plus le droit de rouler en voiture diesel qu'en 25 ans et qui polluent comme pas possible, c'est pas bien. Et c'est de. Comment on appelle ça? Je sais plus, enfin, c'est du harcèlement envers les gens, de les embêter, de leur empêcher de manger de la viande rouge, de les empêcher de rouler en On veut voiture les contrôler, oui. diesel. Alors que le réchauffement climatique, en tout cas le changement climatique, est clairement lié à l'activité humaine et qu'on cherche des solutions. Après, est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que le fait de changer tout le parc de voitures par des voitures électriques, c'est la bonne solution? Ça se discute, mais c'est là où justement ça se nuance et ça se vérifie plutôt que de dire je rejette toute loi en faveur de l'environnement. Mais pire, enfin, et 70%, je pense qu'on est à 100% de la population française qui croit des parasciences, que ce soit l'astrologie, les lignes de la main. Mais dans les parasciences, moi, je vais vous mettre l'homéopathie et mon chouchou, l'ostéopathie. Je crois que c'est 60% des Français qui ont fait une consultation Ah, ouais. d'ostéopathie Mm. en 2024. L'ostéopathie ne sert à rien. En cas, ça n'a pas plus d'effet qu'un massage. Ça, c'est ce que la science dit sur Et toutes les encore. études, et pourtant ils en ont financé plein des études pour essayer de démontrer qu'il y avait quelque chose. Or, si sur la lombalgie sévère, je crois qu'ils ont réussi à démontrer que ça avait un peu plus d'impact que le massage. Mais c'est le seul cas où l'ostéopathie peut servir à quelque chose. Vaut mieux aller chez le kiné quand on a un vrai problème, ou attendre, parce que oui, quand on va chez l'ostéopathe, on se sent fatigué parce qu'il nous a manipulé, il a pris du temps avec nous, il nous a écoutés, et l'effet placebo fonctionne, par contre, ça, il n'y a pas de souci. Comme la pilule d'homéopathie où on a l'impression de ne plus avoir mal à la gorge. Parce que, comme ça a été donné par un pharmacien ou par un parent en qui on a confiance, ça aura un impact qui a été démontré par la science pour nous aider à aller mieux ou à se sentir moins mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, les parasciences sont présentes partout, et même ça, c'est un autre sujet, un débat perso, hein. L'ostéopathie, il y a des titres RNCP. Donc c'est l'État qui valide le fait qu'on apprenne des actes médicaux, paramédicaux. Enfin maintenant on parle de médecine conventionnelle ou non. Et là on est sur un truc complètement enfin qui sert à rien, mais il y a des vrais diplômes Ça d'homéopathe. coûte quand même 50 000 balles, hein, le diplôme. Ouais, pour à la fin n'être ni médecin Non, et servir à pas grand-chose. Mais non, parce bon. que tout est dans le ressenti, en fait. C'est ça qu'ils apprennent pendant 4 ans. Exactement. Mais il y a un compte incroyable sur X, que si vous voulez suivre sur le sujet, ODEC, ODEC, qui lui fait cette formation, qui a posé des questions et on lui a pas répondu, du coup qui a creusé, qu'on est sorti et qui s'est rendu compte qu'il était rentré dans une secte, parce qu'on ne peut pas critiquer l'ostéopathie, et qui démontre tous les problèmes liés à ça. L'ostéopathie est identifiée, hein, par le gouvernement français, par le ministère de la Santé, comme une fausse médecine. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des diplômes. C'est ça qui est un peu le paradoxe. Il y a des millions de vues sur les vidéos là, qui attribuent les incendies d'Hawaï à des lasers tirés du ciel. Pareil, on pense que c'est les extraterrestres ou que c'est. Alors, c'est pas. C'est quel milliardaire? C'est Soros peut-être qui a lancé des lasers sur Hawaï parce qu'il n'était pas gentil ou je Non, sais ça vient pas. de l'ARP, je crois. Ah oui, c'est l'ARP, c'est vrai, c'est le truc pour la géo-ingénierie climatique. C'est ça. Exactement. Donc, on cherche du coup à manipuler le climat et on attaque les méchants. Bon. Ça, c'est les résultats et ça fait flipper parce qu'on voit plein de gens tomber là-dedans et que c'est dur et que c'est loi de Brandolini derrière. C'est très dur d'expliquer que c'est pas tout à fait juste, que c'est un peu plus complexe que ça et qu'il faut creuser l'info parce que c'est pas sexy en plus le fact-checking. C'est chiant quelqu'un qui dit que c'est faux parce qu'il t'explique ça pendant des plombes et c'est pas très clair et t'as pas envie, c'est pas marrant. On va essayer ensemble d'apprendre à rendre ça marrant. Ouais. Parce que le fact-checking, c'est pas de crier le plus fort, c'est pas de faire le plus de bruit, c'est pas d'avoir le plus de likes, c'est d'essayer d'avoir le raisonnement le plus juste et compréhensible de tous. J'avance parce que il est déjà 40 et j'ai 3 exos à vous faire faire. 4. Donc en fait, ça va être
de vérifier l'exactitude des infos en les confrontant à des sources fiables et objectives. C'est aussi de faire appel à sa jugeote. Étape 1, on va rechercher des sources et on va analyser ces différentes sources, on va les recouper. On n'en garde pas qu'une seule. Et donc, première chose, c'est déjà d'essayer de trouver des sources fiables. Mais, et attention, ChatGPT ou tout IA ne sait pas faire ça. C'est une catastrophe. Faites-vous aider pour écrire à la fin si vous avez besoin de synthétiser. Faites-vous aider de ChatGPT pour comprendre ce qu'est dans une étude scientifique et pour en identifier les biais. Mais ne demandez pas à ChatGPT de vous dire si c'est vrai ou faux. ChatGPT ne sait pas le faire. Vraiment pas. Mais avant même d'aller sur le web, je vais vous donner un premier exo et on va le faire tous ensemble. Alors, vous pouvez prendre la parole, vous me dites si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez scanner là avec votre téléphone pour voir le post original, mais je vous l'ai copié. Alors, c'est un de mes préférés, hein, enfin, tu le connais. Vous le connaissez tous Oui. parfaitement. Mais avant d'aller faire de l'image inversée pour essayer de retrouver d'où vient cette image, je vous demande à tous de poser vos écrans, de poser vos ordis, de rester juste avec moi et de me dire pourquoi c'est complètement de la merde de dire que les trois premiers sont les plus vieux ou malades, ce sont eux qui rythment le groupe. Comme ça, tout le monde se met à ce rythme-là. Derrière, on met les cinq loups forts et puissants, les loups bêta, pour protéger en fait la meute. Le reste de la meute, c'est les loups gamma, et derrière, c'est le leader, le loup alpha, le chef de meute. C'est celui qui va contrôler le groupe, décider de la direction à prendre et anticiper les menaces. Donc la meute avance au rythme des anciens, sous le commandement du leader. Et c'est ça qu'est le leadership. Si on avait mis le leader devant et les anciens derrière, bah, ils n'auraient pas pu suivre et ça aurait été catastrophique. Donc, en tant que leader, ne vous mettez pas devant. Est-ce que, il y en a qui veulent prendre la parole là-dessus? Est-ce qu'ils peuvent me dire pourquoi c'est complètement con? Tu donnes déjà la réponse en fait. Oui, pardon. Je vois que les gens non vaccinés peuvent. Enfin, il y a des questions sur. Visiblement, je suis complotiste, donc je quitte ce webinaire. Et l'ostéopathe me dit que j'ai tort. Bah, je suis désolé, cher ostéopathe. Je suis avec plaisir pour lancer un débat sur l'ostéopathie. Si tu veux m'envoyer des sources comme quoi c'est une science qui sert à quelque chose, une médecine qui sert à quelque chose, je t'y répondrai aussi en te présentant des sources sur le sujet. Mais je sais que je fous le bordel quand je parle de l'ostéopathie parce que c'est un truc qui est peu critiqué dans l'ensemble et qu'on a du mal à accepter que ça serve à rien. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas chez l'ostéopathe, hein. Ça peut m'arriver aussi. J'ai pris un accident de vélo il y a 3 ans et en fait, ça me rassurait de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de moi, hein. Faut juste y aller en sachant que ça ne sert pas à grand-chose et que c'est un bon massage. Donc, pour ceux qui sont devant ces loups, qui c'est qui veut prendre la parole? Levez la main. Vous pouvez lever la main? Si vous voulez lever la main, comme ça, je vous donne la parole. Ouais, Isabelle. Cool. Mince. Est-ce que tu veux parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter après Isabelle? On t'entend, Isabelle, vas-y. Super. Oui, je pense on met d'abord les plus faibles pour ne pas qu'ils se fassent euh, semer par le reste du groupe et que Ok. reste Donc en toi, groupe. toi, ça te paraît plutôt logique alors ce qu'il a raconté. Euh, je ne sais pas si c'est censé être logique ou pas, mais c'est l'explication que je donne. Ok. Et toi, Valérie? Bon, alors, moi, en ce qui me concerne, je pense que là, typiquement, c'est une extrapolation de la société humaine et non pas de la meute. Parce que là, sur la photo, je trouve que la meute est importante et je pense pas qu'il y ait de meute de loups aussi importante. Et de toute façon, ils sont en groupe pour passer. Donc, à mettre les plus faibles ou les plus forts derrière, je pense pas que ce soit leur idée majeure, enfin principale. Eux, c'est Ouais, bouffer. Enfin, ouais, voilà. j'aime bien l'idée. Effectivement, pour info, ce sont deux meutes qui se sont rassemblées pour aller chasser le bison dans le nord du Canada. Donc t'as raison, c'est une grande meute parce que ce sont deux meutes. Et je pense qu'aussi le fait qu'ils soient devant, c'est qu'ils sont en vue les plus vulnérables. Donc tout le monde peut venir les protéger, pas juste les cinq derrière. Ok. Euh, Il y a quelqu'un qui me dit, j'avais vu des bugs, mais je me souviens pas. Et quelqu'un qui me dit, le loup n'est pas connu pour ce type de comportement. Et ça, je veux bien un spectateur anonyme, si t'es prêt à prendre la parole pour en parler. Et Lucie qui me dit,
est-ce que c'est pas plutôt chez les animaux de la savane qu'on garde les plus faibles à l'intérieur du troupeau? Oui, potentiellement sur des ruminants où on va protéger les petits, on va les mettre plutôt au milieu pour pas qu'ils soient trop visibles des prédateurs. Et du coup, tu as un début de où les plus vulnérables sont devant pour être mangés en premier. Ça peut être aussi un truc. Mohamed, vas-y. Vous m'entendez? Oui, Alors en fait, moi, je me pose la question sur quels sont les indicateurs pour nous dire, pour en fait catégoriser ces, c'est en fait loup. sur quelle Ouais. base on se dit que les trois premiers sont vieux et malades et pourquoi cette catégorisation de ces, on n'a aucun indicateur sur la photo que- Ouais, Voilà. intéressant. Du coup, ça peut être un truc à rechercher, c'est comment fonctionnent les meutes de loups. ouais, Sachant que les loups bêta et gamma, en fait, ça n'existe pas, hein. Enfin, c'est une invention là, de l'auteur, parce qu'il y a les alphas, certes, qui est souvent aussi plutôt la femelle d'ailleurs, qui est plutôt alpha, mais on parle de loup alpha pour le couple dominant, Mm. mais gamma, bêta, ça n'a aucun sens. Marie, tu voulais prendre la parole. Oui, bah, c'est moi qui avais mis effectivement que je connais pas le loup comme animal pour avoir ce type de comportement. Il me semble qu'effectivement déjà sur la photo, on voit pas forcément que ce sont les plus vieux qui sont devant. Rien n'indique qu'ils soient plus vieux. On voit aussi des différences de taille, donc peut-être un mâle alpha, une femelle alpha devant, je ne sais rien. Et puis, moi, je fais le lien, effectivement, par rapport à ce que j'ai pu entendre sur les loups jusque-là. Bah, c'est plutôt de la sélection naturelle, encore, si je peux dire, quoi, hein. Donc, si les vieux peuvent pas suivre, eh ben, ils restent sur place. Et puis voilà, quoi. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai en tête sur le fonctionnement des meutes de loups. Très bonne remarque, Ouais, bravo. Et ouais, Virginie, super. pour terminer. Allô, vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. Ouais. Bah moi, en fait, tout bêtement, en fait, quand je lis ça, je me dis c'est que ça doit reposer sur une étude, une observation faite par des scientifiques ou des personnes qui sont en lien avec les loups. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de source citée ou de référence à ce type de comportement dans une revue, ça ça pose pas le truc, quoi. Ça fait question. Très bonne remarque. Ça pose question effectivement de se dire, il n'y a aucune source, il n'y a rien du tout qui Mm. alimente cette idée-là. Bon, moi je vais aller, enfin tu vous allez voir, c'est tout bête. Encore plus loin, en prenant un peu de recul par rapport à cette image, on voit que du coup ils sont dans une neige assez dense parce qu'ils tracent une ligne. Donc ceux de devant, c'est ceux qui font le plus gros effort. Et de se dire qu'on fout les trois plus vieux, plus faibles devant, c'est un peu con. Sauf si c'est pour les faire canner plus vite, ce qui peut être une stratégie, mais qui me paraît bizarre. De mettre ceux qui sont les moins costauds pour ouvrir le chemin dans une neige un peu dense. Deuxièmement, probablement dans la nature, chez les prédateurs, en fait, soit vous êtes fort, soit vous êtes mort. Il n'y a plus vraiment de vieux. L'espérance de vie des loups est très faible, hein, c'est 5-6 ans en moyenne. Parce que dès que vous n'êtes plus en capacité de chasser, en fait, on vous met de côté et vous devenez un loup solitaire qui meurt assez vite. Donc il n'y a pas de côté les vieux, les forts, les machins. Mais surtout, troisièmement, c'est qui les putains de prédateurs des loups? À part nous. D'où vous protégez votre meute de loups, en fait. Personne va attaquer les loups. Les ours et les aigles sont pas des prédateurs des loups, en fait, hein. Donc il n'y a pas de prédateurs. Donc ça sert à rien de mettre les forts pour protéger la meute, ni le leader derrière qui guide machin. C'est complètement con. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de l'anthropomorphisme, tout simplement. C'est prendre une image et de se dire qu'on va calquer ça sur le fonctionnement des humains pour le justifier. Donc attention à ces images inspirantes, parce que toi, c'est ce que tu adores, hein, cher Oui, monde de C'est vrai ça. Messieurs, on l'avait fait avant même que tu rentres dans l'assaut. tout à fait. Sachant que ça, c'est le premier, juste avec un peu de recul, d'esprit critique, un peu de zététique, comme on dit, mais qu'après, il y a une deuxième façon, image inversée, et on découvre que c'est une image tirée d'un documentaire de 2008 sur la BBC, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et le photographe, enfin, le vidéaste s'appelle Chad Hunter, et il explique que du coup, il a vu deux meutes se rassembler pour chasser le bison, et qu'en gros, s'ils ratent leur chasse, ils sont tous morts. D'où ils se rassemblent à ce moment-là. Après, ils vont se séparer à nouveau, hein, s'ils arrivent à chasser le bison, parce qu'on est dans un moment où il fait très très froid, où il y a très peu de nourriture et très difficile à chasser.
et ils se sont entraînés. Donc, l'image est complètement fausse et dit le contraire presque de ce que lui a vu. Et ça, c'est l'autre façon, c'est de vous dire, bon, bah, je cherche l'auteur original, je cherche à voir la vraie histoire. Mais sans même voir l'histoire, là, on pouvait se dire qu'en fait, il y a un truc qui collait pas, de se dire que déjà, on protégeait des loups des loups qui se protégeaient entre eux, mais de quoi? Voilà un premier exemple. Je vous ai mis la solution, de toute façon, je vous enverrai le debunk après. Et il explique, donc, nous, avec notre petite question à la fin, pourquoi les loups, ils pourraient pas mener leur vie de loup d'abord et pourquoi il faudrait absolument les mêler à nos bêtises d'humains. Et ça a été débunké dès 2015, mais pour autant, ça fait des milliers de likes. Alors, un peu Et moins ça sur LinkedIn revient. parce que bah, ça va, sur LinkedIn, je pense que les gens l'ont vu comme vous et vous avez déjà vu passer que c'était faux, donc vous likez moins. Et que les gens font gaffe parce qu'ils savent que c'est vrai, ça va vite arriver sur cette histoire de loup. C'est comme les derniers mots de Steve Jobs, qui est quand même un truc récurrent et qui fait toujours des cartons, avec toute une litanie sur la vie, sur la santé, sur l'amour, sur la famille. Alors que le malheureux Steve a juste dit oh waouh waouh waouh, et c'est sa sœur qui a dit ça, qui a écrit ça dans un bouquin. Donc c'est la chose la plus fiable qu'on puisse trouver. Mais maintenant, on va aller sur regarder les sources que vous avez dit. Là, bah, je vois pas, c'est pas étayé par des sources, il n'y a pas d'études scientifiques derrière. Et ça va être un deuxième job, ça va être de regarder un peu, non pas qui est l'auteur du post, mais qui est l'auteur de l'info derrière ce post, d'où ça vient, quelle est son objectivité, sur quoi cet article s'appuie pour dire ça, et est-ce que c'est lié à l'actu ou pas, est-ce que la photo est récente ou pas. Donc, et c'est là où c'est parfois pas simple, hein, parce que dans un article de François, bah, on se dit c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps faux. On sait que c'est un média très biaisé, et j'étais très fier de nous, et c'est vrai ça, on n'était pas tombé dans le panneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, lors de la mort de docteur Montagnier, le scientifique qui est à l'origine du sida, c'est pas complètement lui tout seul, hein, mais bon, ça c'est toute une autre histoire, qui a été annoncé par François un vendredi, si je dis pas de bêtises, et du coup plein de gens nous ont demandé est-ce que c'est vrai ça, on dit bon, on ne sait pas, on n'a pas l'info, l'hôpital n'a pas communiqué, la famille n'a pas émis d'avis de décès, et pour l'instant on ne peut pas dire que c'est vrai ou faux. C'est pas parce que c'est François qu'il faut dire que c'est faux du premier coup. Beaucoup de fact-checkers sont tombés dans le panneau en disant bah, c'est François, donc c'est probablement de la merde vu qu'il n'y a pas de confirmation. Et ça a été annoncé officiellement le mardi parce que ce cher docteur avait donné de l'exclusivité à François justement pour que tout le monde se vautre et fasse l'erreur. Donc attention, parce que même quand ce sont des journaux de désinformation, on peut avoir des informations vraies, il faut garder son recul, même si on a avec un biais en disant que c'est potentiellement faux. Une, moi, qui m'a fait le plus mal, c'est genre novembre 2021, un journal danois qui est l'équivalent d'Entrevue là-bas, donc un journal un peu putaclic avec des femmes à poil. Et il y a un édito dedans qui dit, en France, on a trompé la population en gonflant les stats Covid à l'hôpital, parce que en fonction des âges, il y a un plus ou moins gros pourcentage de gens qui sont rentrés avec le Covid à l'hôpital, mais pas pour le Covid. Euh, et donc, moi, je vois ça, je regarde la source, je vois ce truc, je suis, ah, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Mais je creuse quand même, parce que j'ai pas le choix. J'avais donné des points en moins, parce que et l'auteur était pas très sérieux, et la source n'était pas très sérieuse. Et en fait, c'était vrai. Il y avait un article du New York Times quelques jours avant qui était sorti sur ce sujet-là, qui était pas encore, on n'avait pas encore vu passer en France. Et il est vrai qu'à l'époque, on ne différenciait pas les gens qui rentraient pour le Covid des gens qui rentraient avec le Covid. Parce que ça nécessitait de mettre les gens seuls dans une chambre, parce que ça nécessitait à l'équipe médicale de prendre des précautions particulières, et même si on rentrait pour une jambe cassée, d'avoir un vrai suivi par rapport à une potentielle évolution du Covid à l'hôpital. Mais sur, par exemple, les 20-30 ans où on nous faisait très peur en disant qu'il y a quand même des 20-30 ans qui se retrouvaient hospitalisés et sous respirateur, en fait, il y en a quand même 50% qui rentraient à l'hôpital pour autre chose que pour le Covid. Donc en fait, il fallait diviser tous les chiffres qu'on voyait dans les médias de partout par deux. Et j'ai pris une bien grosse claque parce que merde, même là, du coup, alors c'est pas, est-ce que c'est un mensonge intentionnel ou est-ce que c'est, on n'arrivait pas à séparer les deux populations à l'époque? En tout cas, à partir du moment où ça a été dénoncé par New York Times, Covid Tracker a réussi à sortir des stats plus justes. Voilà, juste pour l'exemple où, bah là, en fait, j'étais parti sur un média qui semblait pas fiable et pourtant l'information était véridique. Mais ça peut donner des idées. Il y a des sites web, par exemple professiongendarme.fr,
vous arrivez dessus, il y a du Mimosa autour, il y a de l'appel aux dons partout, il y a des pubs qui popent dans tous les sens. C'est un média, blog d'extrême droite qui raconte que de la merde. Euh, du coup, là, on peut se dire, bon, bah, a priori, je vais aller chercher ce qui est faux dedans. Là où quand vous allez sur un média plus traditionnel, un peu plus sérieux, ça peut être plus compliqué de déterminer les éléments à chercher. Parce que souvent, c'est ça qui est dur hein, dans une fake news, c'est tout n'est pas faux. Enfin, c'est jamais tout faux. Il y a peut-être un point qui fait toute l'argumentation tombe, et c'est ce point-là qu'il va falloir chercher. Derrière, on va potentiellement, vraiment le premier outil à utiliser, c'est Google. Enfin, c'est votre cerveau d'abord, je vais l'ai montré sur la mode de loup. Deuxième, c'est Google. C'est faire une recherche sur cette info-là, sur cet élément. Est-ce que d'autres en parlent? Est-ce qu'ils en parlent de la même façon? Est-ce que cette image, on la retrouve sur d'autres événements? Est-ce que du coup, elle est juste par rapport à l'année, etc. Tout simplement, recherche Google. Et recherche d'images inversées sur ce joli petit chat. C'est ce qu'on utilise probablement le plus. Ouais, clairement. Alors, un, recherche d'images inversées, et deux, potentiellement, recherche d'images faites par IA. Attention, c'est pas toujours fiable. Non. Je me suis pas engueulé avec Vincent Flibustier parce qu'il m'a pas répondu. Je me suis énervé contre une de ses publications parce qu'il a râlé contre le fait qu'on avait utilisé une image générée par IA, selon lui, pour pleurer la mort d'une réalisatrice palestinienne qui Une documentait un photographe. peu, une photographe en Palestine, qui documentait un peu ce qui se passait là-bas et qui a été tuée avec sa famille par un bombardement israélien. Et il dit, mais pourquoi utilise-t-on une image d'IA pour parler d'elle? Et il justifiait ça par Hive et Hive Detector qui disait que c'était une image d'IA à 99%. Et en fait, cette image existe sur l'Instagram de la photojournaliste reporter. C'est une vraie image qui a été améliorée et agrandie par IA. D'où l'IA dit bah, c'est une image IA, alors qu'en fait, non, c'est une vraie image. Donc attention à ces outils, juste pour vous, voilà, garder du recul, et ça n'empêche que la première chose, c'est recherche d'images inversées avant même de rechercher si c'est une image par IA. Petit exercice pour tout le monde. Et là, je vais vous laisser 2 minutes. J'adore ce petit oiseau fluffy. Magnifique oiseau rare au Japon en voie de disparition qu'il faut protéger. Il est tellement mignon avec toutes ces petites plumes blanches. Je vous laisse scanner. Du coup, c'est un post Insta. Là, je ne vous ai pas mis sur le LinkedIn parce que le LinkedIn, on l'a débunké. Donc, vous auriez eu la réponse trop vite. D'aller le chercher un peu, de voir par image inversée ce que vous retrouvez. Alors, je vous ai simplifié le boulot parce que là, je vous ai mis qu'une image alors que c'est une vidéo. Réflexe, quand vous voyez une vidéo, bah, capturez une image où on voit l'élément principal en gros et allez, faites une recherche par image inversée à partir de cette image-là, et vous verrez que ça vous donnera d'autres vidéos ou des gens qui ont travaillé sur ce sujet. Et là, je vous laisse, il est 15h jusqu'à 15h03, de voir si ce petit oiseau fluffy est vrai ou pas, est-ce qu'il s'appelle bien du nom qu'on lui donne là, dans ses publications Insta. On va dire, non, j'ai plus Instagram, moi, mais Mais il y a aussi le Shima des, Enega, magnifique. il y a aussi des outils qui permettent de faire à partir de vidéos, d'avoir les images. Ça s'appelle InVid, hein. Tout à fait. Ouais. INVID. Ouais, je vais vous envoyer de toute façon tous mes slides avec le tableau sur les sources, évidemment. Mm. Est-ce que c'est un vrai oiseau, Valérie? C'est toute la question. Est-ce que ce bel oiseau tout fluffy, tout gros, on dirait un poisson coffre qui vole? Enfin, pour ceux qui connaissent le poisson coffre. Toi, du coup, Chantal, c'est toi qui l'as fait en plus, je crois, celui-là, hein. Non, c'était pas moi. C'était pas toi. Non. Oui, ça, on dirait un poisson-lune en plein vol, c'est exactement ça. Alors, le poisson-lune n'est pas gros, en fait, il est grand. Euh, non, ouais, plus un poisson coffre pour ceux qui connaissent, pour moi. Mais oui, il est très très beau. Donc c'est notre fameux spécialiste des animaux inspirants là, qui l'a partagé. Et en sachant que je crois qu'on l'avait déjà vu en veille, parce que nous aussi on est Mm. abonné à pas mal de comptes qui partagent des fake news et autres. On avait déjà vu que cette image allait arriver parce qu'elle est trop mignonne. Et que c'est sûr que ça fait des likes, ça, de voir. En- alors, du coup, là, vous voyez qu'en plus, il n'y a pas Il n'y a d'auteur de pas la de vidéo, source. évidemment, pas de source. Et là, ça va, il n'est pas trop sur les émotions, parce qu'il y a, dans le post là, celui dont je vous parle sur LinkedIn,
il vous raconte que c'est un animal en voie de disparition au Japon, qui se retrouve que dans un petit endroit, qu'à cause de la déforestation, bah, il n'y en a plus beaucoup, et que c'est quand même triste parce que franchement, ce serait triste que nos enfants ne voient pas des beaux animaux comme ça dans la nature, à l'état sauvage. C'est sûr que ça joue sur les émotions à fond pour mettre un like en disant, ah oui, c'est vrai qu'il faut protéger la nature. C'est vrai, il faut protéger la nature, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que c'est mieux quand c'est des vraies images, quoi. Parce que qu'est-ce que vous trouvez du coup? Alors attendez, je crois que j'ai des commentaires. Je sais pas où chercher. Ouais, bah, juste sur Google. Alors tiens, je vais le faire avec toi. Hop, je capture l'écran. Merde. Non, tu peux le prendre de l'autre. Tiens. Ouais, je peux le prendre de l'autre. Et je vais sur... Mince. Et là, j'ai le petit bouton image inversée. J'importe mon fichier avec ma capture. Mhm. Mhm. Un début de réponse. Et rapide. Il me donne déjà la réponse. Mais Ah, ouais, correspondance pas visuelle. mal, hein? La fée des neiges japonaise. Mais vous voyez qu'au-dessus, il m'avait mis déjà une première réponse sur la mésange à longue queue. C'est effectivement une mésange à longue queue. Mm. Et là, je vois que des sources réseaux sociaux. Ça pue. Ouais, Ouest France, attention, Ouest France pue aussi, mais je vais regarder Ouest France. Chez Ouest France, il y a des blogs un peu. Voilà, il y en a un autre qui est mieux. Alors, celui-là me plaît plus déjà parce qu'il fait un Ouais. peu plus naturel. Et vous voyez Ah, qu'en fait, c'est probablement. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Ouest France? Ah, Saint naturel. C'est le blog complotiste de Ouest France, ça. Mais l'image là est juste cette fois-ci. Je pense que c'est une vraie photo, ça. Donc, on pourrait aller regarder qui est cet auteur. Et vous voyez qu'il est fluffy, il est tout mignon, que potentiellement, en fonction du vent et plein de choses, il peut avoir des. Ça peut être une boule de poils, mais vachement moins que sur la vidéo, qui est une vidéo générée par IA. Et donc, non, il est pas trop mal cet article, sauf si. Ah non, du coup, là, c'est une vraie vidéo. Cool. Et en fait, un animal qu'on trouve par chez nous, pour Oui, info, qui est donc la mésange à longue queue, qu'on peut voir partout de l'Europe jusqu'au Japon. mais il Et ressemble pas au japonais. non, Il est bah, encore chez plus nous, terne. ouais, il est plutôt, il est plus comme ça, donc un peu moins blanc, un peu moins fluffy, Mm. mais tout aussi mignon et pas du tout en voie de disparition. C'était plutôt une bonne nouvelle. Mais donc voilà, donc c'est un vrai oiseau qui s'appelle la mésange à longue queue, qui se retrouve chez nous, qui est pas en voie de disparition, qui est tout mignon, mais qui est pas faux comme cette vidéo faite par IA. Voilà la réponse à ce deuxième exemple. Les photos en façon Angry Birds ou Pokémon sont magnifiques, mais retouchées. Et voilà, on vous met le travail d'un vrai photographe qui prend en photo ces oiseaux. Et c'est marrant, vous allez peut-être me dire, mais en fait, ça c'est un détail. D'ailleurs, c'est parfois ce que les gens nous disent, ouais, mais que vous avez autre chose à foutre que râler contre des trucs inspirants, ça fait du bien en morale, on est content. Oui, Euh, enfin, oui, on a plein d'autres choses à foutre. Mais en fait, à partir du moment où on tombe là-dedans, on peut tomber dans n'importe quoi. Et moi, j'aime bien. Bah, déjà, les choses qui sont fausses m'inspirent pas, à titre perso. J'aime bien quand les histoires sont vraies. Et j'aime bien qu'il y ait une vraie histoire derrière, que d'apprendre vraiment des choses et pas juste de voir un animal inspirant qui vole. et Vas-y. d'ailleurs, tu as passé un slide avant qui expliquait effectivement qu'on commence par un truc tout simple. La Terre est plate. Ouais. Et là, donc c'est bon, c'est tout simple. Mais après, on descend. Bon, bah, du coup, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est faux. Bon, bah, du coup, comme l'école, ça fait partie du gouvernement, bah, le gouvernement, il ment. Et etc., etc. Et cetera. Et là, on descend dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Donc, c'est ça le Exactement. problème. C'est même les D'où, petits trucs, c'est important de mais même, vérifier. enfin, c'est pour ça que je disais, moi, les citations apocryphes, hein, c'est un petit truc. On s'en fout que ce soit pas Mandela qui ait pas dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bah non, on s'en fout pas, parce qu'en fait, si on dit que c'est Tartampion, bah, ça a déjà beaucoup moins de valeur. Parce que par rapport, enfin, l'histoire de Mandela semble coller avec cette citation. On a été jusqu'à contacter la Fondation Mandela, en fait, hein, pour tout vous dire, parce que il y a même une ministre française qui a utilisé cette citation récemment, quand elle a perdu le ministère de l'Éducation nationale, pour vous dire à quel point c'est quand même marrant, la vie, qui a dit bah, je viens de perdre le ministère de l'Éducation nationale, mais comme Mandela,
je ne perds jamais, soit je gagne, soit je prends. Et là, j'ai beaucoup appris, parce qu'elle a gardé le ministère des Sports et a pu organiser les JO, chère Amélie. Et donc, on l'a débunké en disant, bah non, c'est pas Mandela qui a dit ça du tout. C'est une très belle phrase qui peut être inspirante, mais qui peut aussi être traumatisante, parce que parfois, il y a des gens qui perdent et qui n'apprennent pas, en fait, quand tellement tout perdu que c'est très, très dur de remonter, que c'est valoriser l'échec à tout prix, bah, ça peut aider certaines personnes, d'autres pas du tout. Comme moi aussi, pourquoi je suis autant fan, je pense, c'est parce que sur mon Facebook, pendant longtemps, j'ai une citation qui est une citation d'entrepreneur, qui est il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ou alors ils l'ont fait au pluriel, qui est attribué à Mark Twain, donc Huckleberry Finn, Tom Sawyer, la conquête de l'Amérique, le Far West, le fait de découvrir le monde, d'être pionnier, truc génial, quoi, le truc d'entrepreneur. C'est que personne n'a essayé, moi, enfin, personne n'y croyait, moi j'ai essayé, j'ai réussi. Sauf qu'en fait, Mark Twain n'a jamais dit ça. On a creusé, creusé, creusé. Et là, franchement, vous faites une recherche Google, vous allez voir que les 10 premières pages Google vous disent que c'est Mark Twain. Mais sans jamais vous citer ni de discours, ni de bouquin, ni de rien du tout. Juste, c'est Mark Twain. Et la citation la plus proche qu'on ait trouvée, elle n'est pas tout à fait juste, attention. Et c'est là où GPT va fonctionner comme moi. S'il va trouver un truc dans sa base de connaissances et vous le ressortir en vous faisant croire que c'est exactement ça, alors que c'est pas ça. Mais la plus juste, c'est c'était l'idiot du village, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et c'est Marcel Pagnol, dans un bouquin, pareil, c'est peut-être une connerie, entre 56 et 62. Et c'est plutôt une ode à la naïveté, à la bêtise, qu'au courage et à la persévérance. Et j'aime beaucoup cette citation, du coup, elle est devenue ma vraie citation maintenant. Parce qu'en plus, dans les citations, on va souvent enlever le contexte, la phrase d'avant, la phrase d'après, qui va changer tout le sens. Et il ne faut pas oublier que ça a été dit à un moment, pour un personnage spécifique, dans une situation spécifique. Et ce qui peut être inspirant peut être très perturbant pour d'autres. Donc, citation, c'est vraiment pas mon truc. Mais il y a aussi les droits d'auteur, quoi. Enfin, c'est quand même voler à Paul pour donner à Berthe. Enfin, c'est pas très Et juste. oui, et petit truc, petit point mémo technique, vous voyez Einstein, Mandela, Gandhi, Churchill, Franklin, Roosevelt sous la citation, ça pue. Ça pue pas mal parce qu'ils ont dit plein de choses passionnantes, mais tout ce qu'on leur attribue est génial. Donc du coup, en fait, ça donne pas envie de vérifier. Et donc c'est un bon moyen, c'est un biais d'autorité, on dit. Mm. On dit que bah, si Einstein qui l'a dit, c'est que c'est vrai, quoi. Ouais, mais allez vérifier, vous allez voir qu'Einstein n'a pas dit tout, notamment sur Dieu ou sur Marilyn Monroe. Dernièrement, on s'amusait Mm. Et débunker Einstein. et Ouais. débunker une citation sur les deux. Aussi, il y a aussi Keanu Reeves. Ah, ça, les gens sont fans de Keanu Reeves et Ah, ses citations. ah ouais. Ah, mais il y a Clint Eastwood aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a Clint Eastwood récemment Ouais. ouais, qui fait des belles Ouais. citations. Mm. Guy était spécialiste de Keanu Reeves. Je connaissais très bien son œuvre et du coup débunkait très bien ses citations. Et honnêtement, nous, il y a deux outils qu'on utilise pour de vrai. Je vais donner une liste de 50 outils, hein, mais il y en a deux qu'on utilise le plus souvent, c'est Google et recherche par image inversée. C'est Ouais. tout. Ouais, Après, c'est tout. dans Google, rien qu'en mettant des guillemets, on va beaucoup plus vite. En mettant, je veux pas que ça me sorte des sources Twitter, ou au contraire, je veux que ce soit que sur Twitter que je recherche cette info. Quand les gens disent, bah, j'ai trouvé sur Twitter, bah, vous allez retrouver le post d'origine, et voir qui l'a publié et les commentaires en dessous. Donc ça, c'est en mettant site deux points, le nom du site, et mettez après l'expression que vous voulez retrouver. Ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, c'est des opérateurs de recherche, Google, tout simplement, c'est gratuit. Accessible à tous. Vous aurez le lien dans la presse. Apprenez les quatre principaux, là. Si vous recherchez un mail, ça peut vous aider pour ceux qui ont besoin de contacter des gens, pour exclure ou juste faire une recherche exacte. Attention, souvent, l'autre truc qu'on va avoir à utiliser, c'est de traduire. Quand c'est une citation d'Einstein, en fait, on va pas la chercher en français, on va la rechercher dans sa langue à lui, qui sera plutôt l'anglais. Ou l'allemand. Euh, ou l'allemand, tout à fait. Ou pareil sur Cervantes, une fois on a eu ça, il fallait chercher en espagnol. Donc, traduisez dans la langue d'origine, même si c'est pas tout à fait juste, vous allez trouver au fur et à mesure la bonne phrase à rechercher, et c'est comme ça que vous retrouverez dans la bibliographie. Et après, ça peut se chercher dans les bouquins, hein, sur la Banque de France, Banque nationale, enfin, Bibliothèque nationale de France, la BNF, pardon. Vous allez pouvoir chercher dans les bouquins, ou Google aussi a accès à peu près à tous les bouquins de la Terre. Et vous allez pouvoir faire des recherches dans les bouquins qui sont référencés par Google pour voir si ces citations se retrouvent non pas dans un répertoire de citations, parce que ça, il existe plein de répertoires qui partagent citations,
sans source. Vous, va falloir retrouver la source. Est-ce que c'est bien Saint-Exupéry qui a dit ça? Est-ce que c'est bien Einstein? Et à quel endroit? Dans quel journal? Qu'est-ce que j'ai eu à faire, moi, une fois, à trouver une citation que j'ai cherché dans des journaux? Je trouvais dans un journal de 1926, qui est dans un sale état. Voilà. Allez, je vous en donne un troisième, pardon. Je parlais du Figaro tout à l'heure, mes copains, qui a publié ça, du coup, il y a à peu près un mois, parce que j'ai été faire la capture d'écran tout à l'heure. La rencontre de ce match de foot a été suspendue quelques instants alors que la Fédération française oppose fermement pour respecter le principe de laïcité. Angers-Monaco interrompu pour rompre le jeûne du Ramadan, une première en France. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dessus? Lucie, tu as raison, il y a aussi le file de .pdf pour dire que vous cherchez que dans un document PDF. C'est une très bonne remarque. Et combien de temps on met pour faire un debunk? C'est très variable. Soit c'est un debunk assez facile, là, comme la mésange, la longue queue, où au final, il y a quand même des sources, il y a déjà des gens qui ont un peu cherché sur le sujet, et il n'y a pas plein d'infos à recroiser. Là, ça va nous prendre une demi-heure à 1 heure à peu près pour faire une première proposition. Tu dis quoi, toi? Moi, j'irais entre 1 et 2 heures pour les simples. Ouais. Et les complexes, on est à plus de 4 heures, quand il faut aller croiser plusieurs sources, des études scientifiques, voir ça a été rétracté, pourquoi, ou que l'info est pas facile. Enfin, un Mandela, on a passé des jours dessus, ou un autre, moi, que j'ai passé plusieurs heures, c'est le 4 novembre à 16h42, les femmes ne sont plus payées, parce que les femmes, en moyenne, gagnent 16% de moins que les hommes. Et en fait, bah, qui a publié ça? C'est un lobby féministe. Pourquoi? Sur quelle stat il se base? C'est un mélange de stats. Enfin, et il y avait plein de choses à rechercher, parce que est-ce que c'est le taux horaire qui est vraiment de 16% de moins? Est-ce que c'est sur l'année, elle gagne 16% en moins? Ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose non plus. Enfin, il y avait plein d'éléments dans tous les sens qui nuançaient cette stat qui n'est pas complètement fausse, qui est vraie dans certains cas. Euh, mais à job égal, les Françaises sont pas moins payées que les hommes, où c'est 1,4% d'écart. Donc à job égal, il n'y a pas de différence. C'est qu'elles accèdent moins à des postes très bien payés et elles subissent plus de temps partiel. Donc, à la fin, ça fait qu'en moyenne, les femmes sont moins payées que les hommes, mais pas à job égal. Donc, c'est quand même à préciser ce qui est important. Et nos bénévoles passent combien de temps par semaine? Ouais, on est une petite trentaine. On en fait. On reçoit une dizaine de demandes par jour de debunk. On arrive à en traiter à peu près 2 tiers, à peu près 6 par jour. Moi, Ouais, j'en ça fais donne... une à deux par jour, quelque chose comme ça. Ouais, toi, tu es la plus productive, c'est clair. Moi, je vais en faire 1 à 2 par semaine. Parce que, alors, une fois qu'on est rentré dans un sujet, c'est impossible d'en sortir. Enfin, moi, je parle pour moi, c'est l'enfer. Je suis pas capable de faire autre chose, je suis pas capable de discuter avec qui que ce soit, ni d'avoir une vie sociale. Si je suis rentré dans un sujet tant que j'ai pas trouvé la réponse, c'est mon rabbit hole à moi. Et pire, parfois, ce qui est dur, c'est que tant que les collègues, du coup, n'ont pas validé mon debug pour que je publie, pour que ça sorte de ma tête, je n'arrive pas à faire autre chose non plus. Donc c'est pour ça, parfois, que je suis insistant avec les collègues en disant, s'il vous plaît, allez lire mon truc, dites-moi si c'est OK ou pas, si je peux publier. Parce qu'ils sont chiants en plus, les collègues, hein. C'est ça qui est trop cool, c'est que, bah non, là, c'est pas très clair, là, je suis pas d'accord avec la source, là, il faudrait revoir une autre source. Mais j'ai besoin de me dire, c'est le job is done. Et tant que le job est pas fait, mais ça me rend dingue. Donc voilà. Donc, non, et après, ça dépend des périodes aussi. On a tous eu des périodes de moins bien dans l'assaut. Et là, on dit, bah, pendant un mois, j'ai besoin de sortir un peu parce que ça me prend la tête, parce que j'ai l'impression que tout le monde fait n'importe quoi et qu'on s'en sortira jamais. Ou bah, que moi, j'ai plongé dans les méandres du web et j'ai découvert le pire et que j'ai besoin là d'une semaine tranquille parce que j'ai l'impression que le monde est vraiment dark. Donc voilà, pour répondre à tes questions, c'est à minima 4 heures par semaine, parce que un debunk, on demande à chacun d'essayer de faire un debunk, plus bah, de relire un peu les autres, de se cultiver sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux sujets. Et ça peut aller jusqu'à, bah, toi, tu dois y passer bien une vingtaine d'heures, je pense, par semaine minimum. C'est presque Ouais, un job à mi-temps sûrement. Ouais, presque. et toujours pas payé. Ah non. Donc moi, c'est entre deux rendez-vous, c'est la nuit. Et c'est quand j'ai envie de troller que je me dis, bon, allez, je vais troller intelligemment, je vais faire un debunk. Voilà, ça dépend de chacun et des périodes. Est-ce que vous avez des infos du coup sur ce match Angers-Monaco? Quelles sont vos réactions sur cette image et sur ce post, sur cette info du Figaro? Vous pourriez faire, première chose,
image inversée, sur cette photo. Est-ce qu'il y a des fauteux parmi vous? Parce que là, on parle d'Angers et Monaco. Est-ce que Angers et Monaco ont des maillots rouges sponsorisés par Boulanger? Non. Là, c'est sur le LOSC. Et derrière des maillots jaunes et noirs, c'est Dortmund. C'est un match de Ligue des Champions qui n'a strictement rien à voir avec Angers-Monaco. Et déjà, moi, je trouve ça un peu grave d'illustrer son article avec une photo qui n'a rien à voir, à part que il semble basané au premier rang et que du coup, il fait peut-être un peu arabe. Et donc, ça colle avec l'histoire du Ramadan. Mais je trouve ça horrible déjà de commencer comme ça. Toi, t'es en jean, Lucie. Bruno, c'est le Figaro, donc c'est normal. Ouais, ça me fait Non, chier pour le mais Figaro, parce que c'était il y a une information. raison pour laquelle ils ont mis cette photo, mais ce qu'ils ont mis comme bande, ça n'a rien à voir. C'est ça. Et, et que derrière, du coup, si vous allez sur l'article, enfin, du coup, il faut aller sur l'article là, pour aller débunker, pour essayer de comprendre, ou juste à partir de ça, bah, vous allez retrouver ce qui s'est passé dans le match Angers-Monaco. Et en fait, enfin, vous allez sur le fil de l'équipe hein, qui a partagé ce qui s'est passé dans le match, au fil de RMC, qui a commenté ce match. Et il y a eu une interruption de match à cause d'une blessure d'un joueur d'Angers, pardon. Et les joueurs en ont profité pour boire un coup et manger un coup. Ça correspondait à la rupture du jeûne du Ramadan, mais ce n'était pas un arrêt pour ça. Et les deux entraîneurs ont dit, OK, on prend une minute, le temps de soigner le joueur. Et donc, ce n'était pas un arrêt anticipé, c'était pas un arrêt prévu, le joueur était réellement blessé, il y avait réellement une grosse faute sur lui, et point. Et c'est vrai qu'en France, on a interdit cette rupture du jeûne pendant un match de foot, alors qu'en Allemagne et en Angleterre, c'est autorisé. Donc ça pourrait déjà poser des questions là-dessus. Et moi, j'avais posé des questions en commentaire à titre perso, parce que c'est pas assez vrai ça de donner une opinion. Mais j'avais demandé, du coup, en fait, si le Cato, il prend une pause parce qu'il y a un joueur blessé, parce que à chaque arrêt de jeu, vous les voyez, hein, prendre une gourde d'eau ou une barre. Donc si les Cato, ça passe, mais si les musulmans, ça passe pas, parce que lui, c'est rupture du jeûne. Ça n'a pas de sens, en fait. Vous voyez tous les sportifs, enfin tous les footeux, boire un coup dès qu'ils peuvent. Bah, pourquoi on l'interdirait, en fait? Je comprends pas la logique, à part chercher à cliver, à foutre le bordel et à faire croire que du coup on n'est plus un pays laïque, mais qu'on est devenu un pays islamiste parce qu'on autorise les musulmans à rompre le jeûne pendant les matchs de foot. Mais ça, c'est pas à nous le dire. En tout cas, nous, on a expliqué ce qui était dedans, sachant que ça a été repris par France Inter, hein, quand même, Oh, cette polémique et pas du que. Figaro, et juste, ouais, et par plein d'autres, mais France Inter, qui est radio publique, qui a posé la question, est-ce que c'est normal que le match soit arrêté pour rompre le jeûne? Non, c'est pas pour ça que c'est arrêté, donc en fait, il n'y a pas de question à se poser. Et que pour les autres matchs, c'est pas arrêté. Voilà. Ouais. En tout cas, on a rappelé l'extrait de l'article 1 sur la laïcité, et que ça n'a pas été interrompu pour ça. On peut aussi faire de la recherche de données géographiques. Je ne sais pas si vous connaissez GeoGuessr, c'est incroyable. C'est des gars qui arrivent en quelques instants à identifier d'où vient une photo à partir de quelques éléments dessus. Et là, nous, on nous avait demandé si cette image était vraie, de jeunes qui semblaient s'amuser, prendre un apéro devant les tours qui étaient détruites au 11 septembre. Et on avait fait toute une recherche pour voir si l'endroit existait, est-ce que la position du soleil était au bon endroit par rapport à l'heure de la photo, etc., etc. Et c'était effectivement une vraie photo. Okay, maybe Ça, vous this. pouvez regarder la vidéo, c'est Yeah. dingue. On arrive en quelques instants à savoir d'où viennent les images. Je vous en ai mis un dernier pour la route, celui-là il me plaît beaucoup, beaucoup. Un spécialiste aussi de C'est vrai ça, Barthélémy, enfin un spécialiste, un de nos plus grands fans, ou le contraire, qui est un coach sportif, coach de dirigeant sur l'effort, la performance, et qui nous explique que, bon, avec une jolie faute d'orthographe, j'avais pas fait attention, on a fait passer un test de QI à 400 enfants de 10 ans, deux fautes, moche, donc lui, peut-être non, je vais pas dire ça. On se moque pas des gens qui font des fautes d'orthographe, c'est pas bien Sylvain, boum. Et que du coup, à la fin du test, ils ont passé un exercice pas très dur. Et à la fin de ce test, 200 enfants ont été félicités en mode «Ouah, t'es super fort, t'es doué, t'as un excellent score». Et 200 autres à qui on a dit «Bravo, t'as bien travaillé, t'as fait un bon travail, tu peux aller plus loin, je te félicite pour tes efforts».
Ensuite, à ces deux groupes, on a proposé le choix entre deux tests, un test facile à nouveau et un test plus difficile. Le premier groupe qu'on avait félicité a à 60% pris le test. Enfin, non. Donc lui dit, la majorité des élèves félicités pour l'intelligence ont préféré le test facile, alors que les élèves complimentés pour leurs efforts ont choisi le test difficile. Conclusion, les encouragements sur l'identité renforcent votre fainéantise, alors que les encouragements sur l'action renforcent votre motivation. Vous pouvez regarder le post si vous voulez, on arrive sur la fin du webinaire, donc je veux bien que vous me fassiez des commentaires là-dessus. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Pour ceux qui voudraient candidater chez C'est vrai ça, on a un petit test d'entrée. Très bien, Marie et Frédéric, c'est la source de cette étude déjà, essayez de retrouver d'où elle vient. Pour nous rejoindre, en fait, on a un petit test. Nous, on va regarder, on va refuser les gens qui sont liés à des partis politiques ou qui sont proches du gouvernement, parce qu'on ne veut pas être instrumentalisé par qui que ce soit, ou qui ont des enjeux pour défendre leurs entreprises. Par exemple, vous travaillez dans l'armement et votre rôle, c'est d'être lobbyiste là-dessus. Enfin, si votre rôle, c'est lobbyiste, quel que soit le métier, en fait, on ne va pas vous accepter chez nous. Et ensuite, on a des tests sur des debunks qu'on a fait nous, mais qu'on n'a pas publiés, et qui sont un peu durs, un peu comme ceux que je vous présente là, un peu comme celui-ci, pour voir un peu votre logique. On vous donne une semaine pour le faire, donc vous n'avez pas un exercice sur table de 3 heures, mais voir un peu votre raisonnement, comment vous écrivez, et si du coup vous avez déjà un peu cette logique-là, parce qu'on vous accompagnera à progresser et avancer, mais si vous ne savez pas faire du tout, malheureusement, comme je vous l'ai dit, on manque tous de temps, on est tous bénévoles, et ça a plutôt foiré à chaque fois qu'on a fait rentrer des gens qui n'étaient pas capables de faire ces premières recherches par eux-mêmes. Lucie, c'est pas faux, c'est des copains. Je suis en train de répondre, ouais. T'es en train de répondre, ce sont des copains qui jouent le fact-checking par l'absurde pour montrer que les raisonnements sont fallacieux, qui va pas du tout chercher les sources, mais qui va faire un debunk ultra rapide en montrant l'absurdité de l'idée. Et je suis très très fan de comment ils font. Donc, vous avez eu raison. Première chose, on va chercher l'étude. Je vous l'ai mise là. Donc déjà, c'est pas du tout récent. C'est une étude il y en a une de 98, une de 2006, mais celle-là, c'est celle de 98. Non, c'est une étude qui a été publiée dans un journal sérieux, fiable, rigoureux, et l'auteur est plutôt sérieuse aussi, et la publication donc dans un journal fiable et rigoureux. Conclusion, ce poste est juste. Ou pas. T'en penses quoi, toi, cher membre de C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Donc, l'étude existe. Et dit à peu près ça. Alors, les chiffres sont pas bons dans le post là, du Bah, Barthélemy, faut comme voir d'hab. si l'étude tient debout. Où est-ce qu'elle a été publiée? Quels sont les commentaires des pairs derrière? L'échantillon est-il suffisant? Les gens qui ont été testés, ils sont de quel milieu? Trop Etc., forte. etc. Ça se voit que t'es là depuis, chez ça depuis longtemps. Non, en fait, il y a plein d'autres choses à aller regarder. On va creuser l'étude. Déjà, ils n'ont pas passé un test de QI, c'était des puzzles de logique pour étudier la motivation et pas un moyen de mesurer le quotient intellectuel. En plus, les chiffres sont complètement gonflés. C'est pas 90% qui ont pris exercice difficile, mais 67%. Et ça parle pas du tout de fainéantise, mais de protection de l'image d'intelligence. Donc, déjà, on voit par rapport au poste, il y a des choses qui ne racontent pas ce que l'étude disait. Et en plus de ça, là, je vous demande de prendre un peu de recul sur les études de sciences sociales. Je crois que c'était dit dans le poste. Les gamins ont 10 ans. Hmm. Lui, il en fait une conclusion sur les encouragements sur l'identité en général et pour tout le monde renforcent la fainéantise de tout le monde, et inversement, sur l'action, renforce la motivation. Mais d'où vous, à 40 ans, vous avez fonctionné comme un enfant de 10 ans? Ça n'a pas de sens. Dans quel pays sont ces enfants? Hmm. Évidemment, c'est une étude aux USA. Pour avoir été vivre un an au Québec avec mes filles, l'école est très différente de la France. On leur dit tous les jours qu'ils sont super forts. On leur donne confiance en eux vachement plus qu'ici. On leur apprend à pitcher, à gérer leurs émotions, mais on les félicite tout le temps. Ce qui fait que même ma fille rentrait à la maison parfois en râlant, en disant, j'ai fait un dessin moche, j'ai montré ça à ma maîtresse qui m'a dit, c'est génial. Moi, je voudrais qu'elle m'aide à progresser, pas à me dire tout le temps que c'est génial. Aux États-Unis, on a tendance à beaucoup vous encourager sur votre excellence, etc., etc.
En France, c'est quand même plus rare. Je sais pas si vous avez des enfants ou si vous vous rappelez de l'école, on est plutôt spécialiste du stylo rouge et à montrer ce qui va pas et ce sur quoi il faut s'améliorer. Donc, il est probable, en tout cas, il est plausible que si l'étude avait été faite en France, les résultats auraient été très différents. Par ailleurs, on est sur des puzzles de logique, on est proche, un truc proche des mathématiques. Rappelez-vous, à l'école, c'est pas la matière où tout le monde se sent le plus à l'aise et tout le monde a envie de tenter des défis complexes. Alors que si c'est sur votre matière de passion et qu'on vous dit t'es super fort, il est aussi possible à vérifier que vous ayez envie de prendre l'exercice difficile pour montrer à quel point vous êtes fort. Alors que si c'est sur une matière que vous n'aimez pas, ok, on m'a dit que j'étais fort, je vais rester sur ce niveau-là. Mais même si tout ce que je dis est faux, il y avait cette origine de la CSP de Mhm. ces enfants, mais en fait, ça généralise une expérimentation sur 400 gamins de 10 ans, et ça ne s'applique pas à tout le monde, dans toutes les situations et sur tous les sujets. C'est pour cet exercice de puzzle logique pour des gamins de 10 ans aux États-Unis et de tels CSP. Point. C'est déjà pas mal comme info et comme trouvaille. Mais demain, s'il vous plaît, si vous êtes dirigeant ou si vous êtes manager, n'arrêtez pas de féliciter vos collaborateurs pour autant. Ce serait une énorme bêtise. Il y a des gens qui ont besoin d'être félicités, d'autres qui ont besoin qu'on leur félicite leurs actions. Il faut être capable d'adapter, de personnaliser et pas d'avoir des trucs comme ça inspirants à la con qui, en fait, pourraient vous faire faire des erreurs de management. C'est pour ça que j'adore ce debunk, qu'on n'a pas publié encore, parce qu'en fait, ça montre à quel point on peut partir d'un truc plutôt vrai, plutôt bien publié, mais en ressortir des conclusions complètement fallacieuses. Et c'est presque moi, c'est ça qui m'éclate le plus sur LinkedIn, c'est tout ce bullshit managérial. Comment vérifier l'info? Et est-ce que du coup, on peut en tirer des conclusions pour nos entreprises? Il y a Christophe Genoux, Genoud, qui est spécialiste de ça pour démonter tout ça et qui le fait très très bien pour montrer qu'il ne faut pas partir de ces idées-là et qu'il faut faire attention à ça pour ne pas faire de mal à vos propres boîtes. Très important derrière, une fois qu'on a fait toutes ces recherches documentaires et qu'on est à peu près sûr de son coup, qu'on va dire à nuancer, où les chiffres sont c'est exagéré, l'étude est vraie, mais les conclusions sont hâtives, il faut réussir à rendre ça sympathique aussi dans sa façon de le partager, parce que un fact-check, comme je l'ai dit au début, c'est souvent très chiant et personne n'a envie de vous écouter. Donc il faut se mettre au diapason au niveau émotion, au niveau fun, au niveau humour. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, toujours en partageant des sources. Alors nous, on raccourcit parce que on n'a que 1250 caractères dans un commentaire LinkedIn, mais on résume toujours les liens qu'on partage et on contextualise, on nuance, on présente les sources et on essaie de publier vite pour que ce soit le plus visible possible. Conclu, On qu'est-ce est qu'on peut relu faire? aussi. Pardon? Ce qui est important aussi, c'est que avant de produire, de commenter, de publier le commentaire, on est relu par, aussi Toujours. par nos Oui, pairs, pareil que comme si on était scientifique. tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire en conclusion? C'est de développer votre esprit critique, être capable de faire ces recherches-là assez vite, de repérer les biais. Vous allez voir qu'en fait, c'est un peu une gymnastique. On muscle un peu son cerveau à ça et qu'après, on apprend vite à détecter ce qui peut être faux. Parce que ce qui peut être long au départ, c'est d'identifier les éléments qui peuvent être faux dans une argumentation pour chercher que ceci. On va vérifier les sources, on va essayer d'avoir des sources les plus fiables possibles, de croiser les infos, d'éviter de s'offusquer, de partager, de soutenir sans vérifier et de sensibiliser ses proches parce qu'il y a un vrai enjeu à l'école, mais il y a un vrai enjeu de nous, parents, chefs d'entreprise, managers, de faire attention à ça pour ne pas partager n'importe quoi dans sa boîte. J'ai changé le même de fin, j'ai pris celui-là, toute personne qui confond corrélation et causalité finit par mourir. Hier, il y a une étude assez folle là, qui est sortie, comme quoi les gens qui étaient vaccinés contre le Covid avaient plus de chances de mourir de cancer. Bah oui, parce que les autres sont morts en fait. Enfin, il y avait un truc complètement con euh, là-dessus. Et je vous ai mis une liste d'outils, donc c'est cliquable. Je vous ai présenté quelques-uns, recherche par image inversée, recherche d'image d'IA. Je vous ai mis là, du coup, moi j'utilise beaucoup consensus.app qui permet de chercher dans les études scientifiques et qui vous fait des résumés, qui vous dit si c'est plutôt fiable ou pas. Mais il y a tous les sites de fact-checking qui font plutôt bien le boulot aussi. Il y a aussi tous les outils pour géolocaliser les images, etc., etc. C'est gratuit, accessible à tous. Vous allez voir, vous pouvez déjà jouer. Mais honnêtement, Google plus recherche image inversée, c'est souvent largement
suffisant. On va sortir un jeu, on doit annoncer ça dans les prochains jours. J'espère que vous nous soutiendrez pour les lycéens, pour leur apprendre à faire ces recherches-là, eux-mêmes aussi, avec un jeu d'enquête autour de la fleur de verre, qui est une fleur un peu comme l'oiseau Fluffy, qui est une vraie histoire avec un peu de faux dedans. C'est passionnant comme enquête à faire. Et on va chercher deux trois sous pour pouvoir lancer ce jeu aux lycéens. Et en plus, il y aura une plateforme de débunkage pour tout le monde, pour aller se tester sur des debunks et de voir comment on progresse aussi dans ses recherches. J'ai fini ma presse, je suis presque pile à l'heure, j'ai 3 minutes de retard, je suis désolé. Vous êtes tous restés, c'est super sympa. Je vois qu'il y a quelques questions. Euh, je vais de toute façon vous envoyer le replay et le support, comme ça tout est cliquable. On ne peut pas Ah. passer son temps à tout remettre en question, comment cibler ce qui nous fait réagir, ce qui active les bons ou mauvais sentiments. Très bonne question. On ne peut pas passer son temps à tout vérifier, mais on peut aussi faire attention à ce qu'on like, partage et transmet. Et effectivement, si le truc vous paraît trop évident ou trop logique, mais un peu exceptionnel, Et s'il n'y a jetez pas de un œil avant de source? vous dire que oui, ou que c'est pas de source, ça a été trop simplifié, que c'est un coach en nutrition qui vous dit qu'en fait le seul problème c'est les céréales le matin et que si vous arrêtez les céréales, vous allez mincir. Oui, il y a trop de sucre dans les céréales. Oui, c'est un problème. Et qu'en plus, avec l'histoire des Frosties, comme quoi ça a été mis en place pour nous castrer, je sais pas quoi. Oui, Ah le oui, oui, fondateur oui, c'est vrai. des céréales est un fou eugéniste qui voulait rendre fertiles les hommes moins intelligents que lui. Donc, en plus, il y a un bout de vrai dedans. Mais non, ça va pas vous rendre infertile de manger des céréales, même si effectivement, c'est probablement trop sucré au petit-déj et que c'est pas une bonne chose. Mais voilà, enfin, donc attention, si ça vous semble trop logique, trop simple, d'être capable de chercher avant de partager à d'autres. Et vous, c'est pas grave, vous prenez de l'info et vous faites comme vous avez dit au début, je scrolle, je passe, et ça ne me touche pas, ou en tout cas, ça ne fera pas changer mon comportement. Tout ce qui doit vous amener à changer, à râler ou à confirmer vos idées, vérifiez un peu. Ça se trouve, c'est peut-être pas si simple que ça. Ou C'est comme ça avec, taguez-nous. ou taguez-nous et nous on se fera un plaisir d'aller chercher, ou rejoignez-nous pour aussi voir comment on fait pour apprendre de nos techniques et pour apprendre de tous les sujets qu'on voit au quotidien. Merci à tous, j'espère que ça vous a Merci. plu. Et avec C'est vrai ça, du coup, on va proposer des formations pour ceux qui veulent des formations d'une journée. Donc, ce sera un des membres de C'est vrai ça qui viendra former soit en entreprise, soit en inter-entreprise. Et parce que j'ai testé ça dans une école de commerce, ça a super bien marché. À la fin, les gens sont sortis, ils n'avaient pas tous réussi, mais avec les yeux qui brillaient en mode, waouh, c'est pas si simple, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et c'est cool de chercher, c'est des vraies enquêtes, c'est très marrant à faire. Et que j'aimerais bien qu'on apprenne un peu plus tous à faire ça, parce que c'est pas du tout un truc de pro. Nous, on n'est pas du tout de ce milieu-là, ni toi ni moi, et que dans l'association, personne ne venait de là, et que ça s'apprend, et que c'est des réflexes à avoir au quotidien. Merci à tous, à très bientôt. Merci pour ton aide, cher Ah membre de C'est bon. vrai ça. À bientôt. Merci. Au revoir.